Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur notre plateau et merci pour votre fidélité à votre émission Au risque de l'histoire. Alors, nous sommes à la charnière des 14e et 15e siècles, plus exactement de 1378 à 1417. Eh bien, dans toute cette période, l'Église connaît l'une des plus graves crises de son histoire. Je veux parler du grand schisme d'Occident. En effet, au cours de cet événement absolument inouï, l'Église a compté pas moins de 3 papes. Qui est le vrai? Qui sont les faux? Ces deux questions toutes simples, eh bien, la chrétienté se les est posées pendant près de 40 ans. Nous avons déjà réalisé une émission sur le grand schisme d'Occident, mais je souhaiterais aujourd'hui m'arrêter sur les années de sortie de crise, sur la fin donc du grand schisme. Quel rôle a joué le Concile de Constance, réuni dès 1414? Quelle a été la place des politiques dans ce monde si particulier? Qui fut le nouveau pape élu qui mit fin au schisme? J'ai nommé Martin V. Comment a-t-il restauré le pouvoir de la papauté à Rome? C'est ce que nous allons voir avec mes deux invités, Paul Payan et Vincent Allot. Paul Payan, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, vous êtes maître de conférence à l'Université d'Avignon, spécialiste de la papauté, de cette papauté d'Avignon. Vous avez notamment publié cet ouvrage entre Rome et Avignon, une histoire du grand schisme 1378-1417. Un ouvrage paru chez Flammarion qui est vraiment très accessible, un très bel ouvrage avec un magnifique papier, je pense qu'il faut le signaler, parce que souvent les éditeurs, eh bien, certains éditeurs laissent à désirer sur ce plan. Il y a aussi un cahier d'images commentées, ce qui en fait sa valeur. Vincent Allot, bonjour. Bonjour. Alors Vincent Allot, vous n'avez pas encore publié d'ouvrage, mais vous êtes doctorant, vous travaillez actuellement sur Martin V dans le cadre de votre thèse de doctorat que vous allez présenter, je pense, dans l'année qui vient, en 2025. À peu près d'ici un an, en effet. Voilà. Alors, un chercheur peut publier des articles, et c'est ce que vous avez fait sur Martin V notamment. Oui, il y a on va dire qu'il y a une publication qui est en cours, notamment au mélange de l'École française de Rome. D'accord. L'École française de Rome, avec qui nous sommes bien évidemment en contact. Alors, je vais me tourner vers vous, Paul Payan. On va bien évidemment donner le contexte, rafraîchir la mémoire de nos téléspectateurs et de nos auditeurs. Qu'est-ce que le grand schisme d'Occident ? Alors, comme vous l'avez dit, c'est une crise très grave et c'est probablement la plus grave crise qu'ait connue la papauté dans son histoire. C'est ce qu'on appelle un schisme pontifical, c'est-à-dire qu'il y avait 2 papes en concurrence, et puis à un moment, comme vous avez dit, il y en a eu 3. Alors des schismes pontificaux, il y en a eu avant, notamment au moment du conflit entre le pape et l'empereur, mais celui-là, c'est incontestablement le plus grave, d'abord parce qu'il est très long, voilà, une 40aine d'années, et puis son originalité, c'est aussi la manière dont il s'est déclenché, et le fait que assez vite, il y a eu 2 obédiences de forces finalement assez égales. Et ce qui fait qu'au bout de quelques années, on s'est rendu compte que aucun des 2 papes concurrents, finalement, n'allait l'emporter sur l'autre. Et en plus, il était difficile, sinon impossible, de déterminer justement facilement qui était le vrai pape. Et donc, pendant des années, ça a mobilisé les énergies des politiques, des intellectuels, des universitaires, pour savoir comment résoudre cette affaire. Et ça a finalement soulevé des questions de fond sur la structure du gouvernement de l'Église. On sortait d'une longue période d'affirmation du pouvoir pontifical, depuis la réforme grégorienne, avec cette idée que le pape était
clairement le chef de l'Église, et c'est peut-être à Avignon que ça a atteint son apogée dans la centralisation du pouvoir ecclésiastique. Parce que la papauté donc est allée à Avignon. Pourquoi elle est allée à Avignon? Pourquoi elle est allée à Avignon? Parce que Rome était irrespirable? Non, pas tant que ça. Rome est une ville difficile, mais ça a toujours été le cas. Au début du XIVe siècle, pourquoi elle s'est arrêtée à Avignon, la papauté? Parce que les enjeux géopolitiques, ils étaient là. C'est-à-dire que c'est l'époque où Philippe le Bel était au pouvoir sur le trône de France, et c'était avec lui qu'il fallait discuter. Et donc Avignon est apparu comme un endroit propice pour faire une halte. Et puis il se trouve que cette halte, elle a duré plus longtemps que ce qui était prévu. Et à Avignon, finalement, la papauté a fini par s'y installer, même si elle ne voulait pas rester là tout le temps, mais elle a constitué une véritable capitale administrative, une centralisation. Et ça, le grand schisme, finalement, fait voler en éclats cette hypercentralisation et remet tout en question, finalement. Qu'est-ce que le pape? Quel est son pouvoir? Etc. Vincent Allot? Oui, je voulais dire que ce qu'il faut retenir également avec l'installation de la papauté à Avignon, c'est que Rome, effectivement, est une cité difficile pour les papes. Leur position est un peu incertaine. Des raisons géopolitiques ont été évoquées. C'est celle dont vous avez parlé. Il y a également le fait que les grandes familles aristocratiques romaines sont en permanence en rivalité et installent un climat d'insécurité qui est extrêmement difficile pour le gouvernement pontifical. Quand je parle des grandes familles aristocratiques, je parle des familles que l'historien Jean-Claude Mervigueur appelle baroniales, c'est-à-dire les familles très puissantes qui ont des clans très forts et très bien installés à l'intérieur même de la cité. Je pense aux Orsini, je pense aux Frangipani et je pense bien sûr à la famille du futur Martin V, les Colonna, qui fait partie de ce jeu et s'y inscrit pleinement. On en reparlera bien sûr, mais s'il est élu, c'est aussi parce qu'il fait partie d'un de ces clans et donc a des chances de réinstaller la papauté à Rome et on va dire de réinstaurer une forme de contrôle sur la cité. Il faut y ajouter aussi le fait que les papes ont un État autour de Rome, bien sûr, un État avec qui est des richesses donc. Tout à fait, dont ils tirent des revenus temporels qui sont très importants, et ça c'est une question fondamentale pour eux. Et ces États ne sont jamais complètement assurés. Ils sont traversés par des chefs de guerre, il y a des négociations un petit peu permanentes, même dans les siècles précédents, au sujet du statut des communes, au sujet du statut des grandes familles seigneuriales qui commencent à connaître une forme d'ascension au XIVe et XVe siècle. Il y a donc des négociations assez intenses. Et pour le pape, il y a un enjeu important d'affirmation de son pouvoir sur ces États. Et donc, ça passe par le contrôle de Rome, ça passe également par une certaine forme d'itinérance pontificale, on va dire, au XIIIe siècle, itinérance qui, justement, s'achève. Et c'est en ça aussi que cette installation à Avignon est on peut le dire, une révolution, une forme de révolution, parce qu'à partir de là, la papauté reste au même endroit pendant plusieurs décennies. Il existe une géopolitique du grand schisme d'Occident? Bien sûr. Et on peut même dire que c'est du fait de la géopolitique européenne de cette époque que le grand schisme est grave. Parce qu'en réalité, en 1378, comme il apparaît très compliqué de déterminer qui est le vrai pape, on va dire que chaque royaume, chaque principauté va plutôt se prononcer en fonction de ses intérêts politiques. Par exemple, la France soutient directement et rapidement Clément VII. Du coup, l'Angleterre soutient évidemment le concurrent, c'est-à-dire Urbain VI. Et en revanche, l'Écosse, qui n'aime pas les Anglais, va se rallier au pape d'Avignon. L'Empire, qui se méfie aussi de la France. Le Saint-Empire romain germanique. Le Saint-Empire, voilà, et qui est plutôt méfiant à l'égard de la rébellion des cardinaux, va soutenir d'emblée Urbain VI, c'est-à-dire le pape de Rome. Donc voilà, c'est évidemment la géopolitique européenne de cette époque qui explique la gravité du schisme. Et puis il y a la péninsule ibérique, qui est un enjeu nouveau, qui est en plein essor,
et qui prend du temps avant de se décider jusqu'à ce que finalement les trois royaumes, Castille, Aragon, Navarre, finissent par se rallier à Avignon. Donc oui, la géopolitique est essentielle et c'est à partir du moment où ces deux obédiences sont constituées solidement que finalement le grand schisme s'installe dans la durée, quoi. Comment le peuple chrétien réagit-il à ce schisme? Est-ce que, au fond, ces fidèles rejoignaient tel ou tel pape, ou plutôt le pape de leur prince? On va dire plutôt le pape de leur prince, dans une certaine mesure. C'est-à-dire que pour le simple fidèle chrétien, les papes qui s'affrontent, globalement, sont des figures relativement lointaines. Ils vont globalement suivre le pape que soutient leur prince. Et globalement, leur vie ne va pas énormément changer au quotidien. Les personnages pour lesquels la vie, entre guillemets, va très largement changer à l'occasion du grand schisme, ce sont plutôt les hauts prélats, ce sont plutôt les hautes sphères de la société, les plus grands prélats, les évêques, les archevêques, qui parfois se disputent les différents sièges, parce que l'un est soutenu par le pape romain, l'autre par le pape avignonnais. Ce sont également ceux qu'on pourrait qualifier d'intellectuels, à la suite notamment de l'étude de Jacques Le Goff, publiée en 1957. Des intellectuels qui sont appelés à jouer un rôle très important à l'occasion du grand schisme. Il faut le souligner, on peut évoquer des figures par exemple comme Jean Gerson, qui est chancelier de l'Université de Paris, si je ne m'abuse. Ce sont des personnages qui, par leur formation, vont prendre parti pour les uns ou pour les autres et vont apporter une réflexion très importante sur le schisme, les origines de la crise et les solutions qu'on peut y apporter. En fait, le droit, on veut faire évoluer le droit. Parce qu'il y a une crise, on a besoin de légiférer en quelque sorte, de penser le droit. Dans une certaine mesure, on réfléchit, oui, à ce qui apporte de la légitimité à l'élection pontificale, déjà, puisque celle d'Urbain VI a été, Paul Payan l'a souligné, très contestée, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui a été mis en avant par plusieurs études. L'élection, canoniquement, est valide. L'ensemble du collège cardinaliste s'est prononcé à l'unanimité en faveur d'Urbain VI. Puis, au bout de quelques mois, à cause de son attitude, à cause de sa brutalité, on peut dire, à cause de son irrespect du Sacré Collège, eh bien, à cause de tout cela, Urbain VI finit par s'attirer leur inimitié et il lui retire leur soutien. Mais ils l'ont bel et bien élu. Mais ils l'ont bel et bien élu sans pressions extérieures? Sans pressions extérieures, c'est vite dit. Parce que c'est vrai qu'on a, vous évoquiez la représentation de la papauté par le simple chrétien. Le pape Urbain n'est pas dans notre salon comme le pape François est dans notre salon. On a accès très facilement, il y a une centralisation pontificale, il y a une omniprésence de l'image du pape. Ça n'existe pas à l'époque. Pas vraiment. Et il en est de même pour la liberté d'élection. Cette liberté, on sait que les couronnes, il y avait un privilège des couronnes jusqu'au début du XXe siècle, si mes souvenirs sont bons. C'est Saint Pie X qui met fin sur le fait que les couronnes n'interviennent pas dans la liberté d'élection. Alors, ils ont plus ou moins leurs candidats. Il y a les différentes factions aristocratiques romaines pendant toute une partie de l'histoire de la chrétienté, jusqu'au XIIIe et au début du XIVe siècle. Les différents souverains essaient de peser plus ou moins sur l'élection. Pour ce qui concerne Urbain VI, c'est plutôt le peuple romain. Parce que la papauté a été tellement éloignée de Rome pendant si longtemps que les Romains perdent non seulement une source de prestige, mais aussi tout simplement une source économique, parce que l'ensemble de la curie, c'est des milliers et des milliers de personnes. Donc ça apporte énormément de revenus à la cité romaine. Et les Romains font pression pour que le pape revienne à Rome, pour que leur cité soit à nouveau au centre. Et c'est le fameux, pas le slogan, mais la formule qui circule à l'époque dans les rues de Rome, « Romano lo volemo, o almeno italiano ». Donc nous le voulons romain ou au moins italien. Ce qui fait qu'un certain nombre de cardinaux, le Sacré Collège à cette époque-là, prend prétexte
en partie de cette pression de la population romaine pour dire, vous voyez bien, on n'a pas pu faire cette élection librement, donc elle n'est pas valable. Ce qui est fascinant sur le conclave de 1378, c'est que on est probablement mieux renseigné sur ce qui s'est passé pendant ce conclave que pour le conclave qui a, par exemple, désigné le pape François. Parce que le conclave, par nature, il est secret. Or là, le conclave de 1378 a eu tellement d'impact qu'ensuite, il y a eu des enquêtes très poussées. On a interrogé les cardinaux pour savoir ce qui s'était dit, quelles étaient les discussions, etc. Donc, on est très très bien renseigné sur ce qui s'est passé pendant ce conclave. Ça, c'est assez fascinant pour l'historien. Alors, on va avancer parce que l'émission, c'est bien la sortie de crise. Peut-être une dernière question. Il y aura des tentatives de réconciliation ou de conciliation, comme au Concile de Pise en 1409, mais à chaque fois, c'est un échec. Comment expliquer ces échecs successifs ? Eh bien parce que justement la crise apparaissait comme quasi insoluble. Alors on a tout essayé, la voie de cession, on essaye de faire démissionner les deux, ils ne veulent pas. La voie de convention, on essaye de les faire se rencontrer avec éventuellement un arbitrage. À un moment donné, Benoît XIII et Grégoire XII, ils s'avancent, ils sont à 50 km l'un de l'autre, mais ils ne se rencontrent jamais, ça ne marche pas. Et le Concile de Pise, alors ça ressemble à un échec parce qu'il y a un troisième pape qui est élu, Alexandre V, mais en même temps, comme le dit bien Hélène Millet, ça ouvre quand même la voie à la solution, parce qu'on a compris que c'était le concile la solution. Il fallait trouver que l'Église se réunisse, que les représentants de l'Église se réunissent pour trancher la question. Donc le concile de Pise... C'est le seul concile, avant le concile de Constance, c'est le seul concile qui tente de résoudre cette question. Oui, mais qui pêche par son manque de légitimité, parce que normalement, un concile, c'est convoqué par un pape. Et là, le concile de Pise, il est convoqué par les cardinaux. Des cardinaux qui ont été agacés que les deux papes ne se rencontrent pas et qui ont pris l'initiative de convoquer le concile. Ça a marché parce qu'il y a plein de monde qui est venu à Pise, mais il y avait ce petit défaut de légitimité. Et le fait aussi qu'à Pise, on s'est trop précipité. On a déposé les deux papes officiellement, on en a élu un autre, on s'est trop précipité. Et comme les deux concurrents gardaient des soutiens politiques, eh bien, l'affaire s'est prolongée encore quelques années. Mais la voie était lancée. Et on a compris que c'était un concile qui allait résoudre cette affaire. Alors, vous venez de dire que le concile de Pise a été réuni à l'initiative des cardinaux. Le concile de Constance, qui va participer, on va le voir, à la résolution de la crise, va être réuni en 1414. Qui décide de réunir ce concile? Ce sont à nouveau les cardinaux? Alors non, celui qui est à l'initiative, c'est Sigismond. Sigismond de Luxembourg, qui est, on peut dire, l'empereur. Alors il n'est pas encore officiellement empereur parce qu'il n'est pas couronné à Rome, il a le titre de roi des Romains. Mais il a été élu. Il a été élu, voilà. Et c'est un acteur nouveau qui intervient. C'est intéressant parce que on l'avait un peu oublié, l'empereur du Saint-Empire. C'était l'acteur essentiel au XIIe, XIIIe siècle. On l'avait un peu oublié. Et là, à nouveau, Sigismond de Luxembourg a une initiative très importante de réunir un concile à Constance. Mais il a l'habileté, on va dire, de convaincre le pape Jean XXIII, qui est le successeur d'Alexandre V élu à Pise. Il a l'habileté de convaincre Jean XXIII de convoquer le concile. Ça veut dire que le concile de Constance, il est officiellement convoqué par un pape, donc d'emblée, il a davantage de légitimité. Mais un pape qui tout de même manque un petit peu de légitimité dans le sens où... on va dire que c'est surtout Sigismond, en fait, en réalité, effectivement, qui convoque le concile, qui est le grand homme, entre guillemets, des débuts du concile. D'ailleurs, il veille à ce que le concile ait lieu à Constance, c'est-à-dire dans une ville d'Empire, chez lui. Et une fois qu'il sera question, à l'issue du concile de Constance, de réinstaller la papauté quelque part, il poussera pour une ville d'Empire. Il proposera Mayence, Strasbourg, mais de toute façon, une ville qui lui permettrait vraiment de mettre dans une certaine mesure son contrôle sur la papauté, d'autant plus que Jean XXIII est très contesté. Il est accusé de tout un tas de choses par le concile, des pratiques simoniaques, même de la luxure. Enfin, il reçoit tous les chefs d'accusation possibles et imaginables. Je crois qu'il y en a 44 au total lors du procès qui est instruit contre lui à la fin du concile. Donc oui, c'est vrai que Sigismond essaie vraiment de tirer les marrons du feu, entre guillemets. Mais d'un point de vue pratique, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que Sigismond, je vais forcer un peu le trait, mais à dessein, pour comprendre ma question, Sigismond reste 4 ans à Constance, de 1414 à 1418, et il est le personnage le plus important du concile? Pas vraiment.
Alors, il est important au début. Ouais. Il a un rôle essentiel en 1415, mais il y a une grande période où il n'est pas là, justement. Pourquoi ? Parce que, comme il a compris que Benoît XIII était le problème principal, Benoît XIII, c'est le dernier de la lignée avignonnaise, il quitte Constance pour aller rencontrer Benoît XIII en personne à Perpignan, en 1415, fin 1415. Et ensuite, pendant toute l'année 1416, il fait une tournée des cours européennes. Il passe à Paris, il va même en Angleterre. Et donc, il ne revient au concile qu'au début de l'année 1417. Et pendant cette période, mais on voit bien que pendant la période où Sigismond n'est pas là, eh bien, le concile, en quelque sorte, tourne un peu à vide. Rien ne se décide vraiment. C'est-à-dire qu'effectivement, quand Sigismond est là, il a une importance grande dans le concile. Mais on sent qu'à la fin du concile, dans l'année 1417, Sigismond est un peu débordé. Le concile est devenu tellement important, les débats sont devenus tellement lourds, que Sigismond n'a plus la main sur tout, finalement. Il se laisse un peu déborder vers la fin. D'ailleurs, il ne souhaitait pas vraiment que l'élection du pape soit aussi rapide que ça. Il aurait aimé laisser traîner pour faire les décrets de réforme d'abord. Voilà. Alors, on va revenir sur la réforme. Donc, on comprend que la place, au fond, du pouvoir temporel, elle est plus importante qu'elle ne l'était à Pise, elle est plus importante à Constance. Et il faut remonter au concile du 5e siècle, au fond, pour avoir une telle importance. Voire même, est-ce que ce n'est pas inédit dans l'histoire de voir une place aussi importante du pouvoir temporel, dans la mesure où un Constantin et ses successeurs ne sont pas forcément intervenus dans les débats, dans les différents débats. Dans le cadre d'un concile, c'est possible, oui, vous avez raison. En revanche, c'est une vieille tradition impériale, justement, d'intervenir dans les affaires de l'Église. Sans remonter à Constantin, c'était évidemment la volonté de Charlemagne, c'était la volonté des empereurs ottoniens, et c'est le cœur du débat du temps de la réforme grégorienne, c'est-à-dire le rapport entre empereur et pape. Donc, finalement, le fait que Sigismond ait un rôle de premier plan, en soi, c'est pas complètement nouveau. Dans le cadre d'un concile, oui, ça c'est nouveau, mais à vrai dire, le concile de Constance, il est complètement novateur sur plein de points. Alors, on va là aussi y revenir. Pour sortir de la crise, Vincent Halot, il faut obligatoirement déposer les 3 papes, Grégoire XII, Jean XXIII, Benoît XIII. Il faut partir d'une feuille blanche ? Alors, en théorie, on élit un pape à partir du moment où le prédécesseur est mort. Et là, on se retrouve ils sont tous vivants. Dans une situation bien vivants. Où ils sont bien vivants, effectivement. Donc, théoriquement, ça ne peut pas complètement se faire. Donc, pour ça, il faut trouver finalement un moyen. Alors, on a promu au Concile de Pise cette nouvelle lignée de papes avec Alexandre V, avec Jean XXIII. Bon... En plus, il y a le procès qui est instruit contre Jean XXIII. Jean XXIII, quelque part, va un petit peu se tirer une balle dans le pied, je serais tenté de dire, parce qu'à un moment donné, il sent que le contrôle du concile est en train de lui échapper. On est en 1415, si je ne m'abuse, en mars 1415, et il décide de prendre la fuite. Il prend la fuite pour une ville qui est située à une quinzaine, une vingtaine de kilomètres, qui s'appelle Schaffhausen. Pour s'y réfugier, il appelle les cardinaux à le suivre, une partie des curialistes si c'est possible. En fin de compte, le mouvement n'est pas tellement suivi. Pendant ce temps-là, le concile, on va dire que dans une certaine mesure, c'est un événement qui va précipiter les choses. C'est-à-dire que les décrets les plus importants du concile de Constance, je pense en particulier à Ex Sancta, c'est des décrets qui viennent juste après cette fuite de Jean XXIII qui montre que finalement, le concile peut continuer à fonctionner sans le pape, puisque ce mouvement n'a pas été suivi dans l'ensemble. Le plus extrémiste, si je puis dire, même s'il a toutes les raisons d'être extrémiste, on évoquait avant l'émission ce roman de Jean Raspail, L'Anneau du pêcheur, qui met en avant ce que l'on appelle la lignée avignonnaise. Et voilà, Benoît XIII estime être le vrai pape, et toujours avant cette émission, vous évoquiez le fait que ce Benoît XIII peut être considéré comme non pas un antipape, mais un pape, et que c'est à l'étude aujourd'hui au Vatican.
Il considère... Au Vatican, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des gens qui aimeraient reconnaître sa valeur. En tout cas, Benoît XIII, ce qui est fascinant, c'est qu'il est droit dans ses bottes, je dirais, et il a une logique juridique qui est implacable. Parce que, contrairement à ce qu'on a pu dire, il refusait pas obstinément l'idée de démissionner. Mais en revanche, dans ces années-là du Concile de Constance, il est préoccupé, et on peut le comprendre, par la manière de nommer un successeur qui sera légitime. Et lorsque Sigismond va le voir à Perpignan, c'est ce qu'il lui dit, parce que finalement, tous les cardinaux qui sont là, présents à Constance, ils ont tous été nommés par des papes contestés, puisque schismatiques. Donc leur légitimité n'est pas absolue. Et il fait remarquer que le seul survivant de l'élection du conclave de 1378, c'est lui. C'est lui. Et donc, il dit, je veux bien, moi, nommer un successeur, et je vous promets de ne pas me désigner moi-même. Mais c'est une position qui est juridiquement parfaitement juste, mais politiquement intenable. Et donc, évidemment, Sigismond ne le suit pas. Alors, avant d'en venir à l'élection de Martin V, peut-être nous dire quelques mots sur ce Oddone Colonna. Qui est le futur pape Martin V? Alors, Oddone Colonna, c'est un membre d'une de ces grandes familles aristocratiques, justement, grande famille aristocratique romaine. Il est né en 1368 ou 1370, on ne sait pas exactement, à Genazzano, qui est aujourd'hui une petite ville du Latium, à quelques dizaines de kilomètres de Rome. C'est quelqu'un qui commence sa carrière sous le pontificat d'Urbain VI, donc avec les papes romains. À la base, c'est quelqu'un qui soutient les papes romains. C'est avec Urbain VI qu'il devient protonotaire. Il devient également auditeur de la Rote. Alors, auditeur de la Rote, c'est un tribunal. C'est quelqu'un, exactement, un tribunal qui juge, qui s'intéresse majoritairement aux litiges ecclésiastiques. Donc, les litiges qui concernent les différents bénéfices et leur attribution. C'est une question très importante pendant le schisme et ça lui permet de se familiariser avec ça. D'ailleurs, il multiplie les expériences puisqu'il est ensuite... il a quelques expériences diplomatiques. Il devient également, c'est en 1411, d'après certaines sources, vicaire du patrimoine de Saint-Pierre. Donc, c'est quelqu'un qui aussi connaît bien les États pontificaux. Cette expérience a très probablement pesé dans son choix et c'est aussi, alors j'imagine qu'on va y venir aussi, mais c'est aussi quelqu'un qui, après être devenu cardinal, toujours sous l'égide des papes romains, Innocent VII en l'occurrence en 1405, va faire le choix de rejoindre le groupe des cardinaux unionistes en 1408 et de faire partie des prélats qui décident de la convocation de ce concile, de la déposition des autres pontifes et de la création, entre guillemets, d'une nouvelle lignée. Alors, avant le conclave en lui-même, qui voit l'élection de Martin V, d'Oddone Colonna, il y a un événement très important, vous l'avez effleuré juste avant, c'est la promulgation de 5 décrets. Et quels décrets, si je puis dire? Parce qu'ils ont l'apparence de faire de la papauté, non pas une monarchie simple, mais une monarchie constitutionnelle. Oui, ça c'est tout à fait fascinant. C'est notamment le décret Frequens qui décide que dorénavant, il faudra réunir les conciles périodiquement. Alors on prévoit que le prochain doit avoir lieu dans 5 ans, ensuite 7 ans plus tard, et au final, tous les 10 ans. Et ça, c'est une vraie révolution dans l'Église, parce que le concile, normalement, c'est le pape qui le convoque dans des conditions exceptionnelles, quand il y a vraiment un grand problème à régler. Et là, l'idée qu'il y aurait une assemblée représentant l'Église universelle qui, que le pape le veuille ou non, se réunissent tous les 10 ans, ça instaure finalement un organe de contrôle de la monarchie pontificale. Et c'est cette tendance qu'on a appelée le conciliarisme, c'est cette idée que, au moins sur certains points, le concile peut être supérieur au pape et que le concile doit être un organe régulier de surveillance, en quelque sorte, de la monarchie pontificale. Ça, c'est une vraie révolution et effectivement, le futur pape devra nécessairement faire avec ça. Et alors, notre Oddone Colonna, par rapport à... On sait s'il a voté ces décrets? S'il les a votés, probablement. Je n'ai pas forcément exactement en tête s'il les a votés ou non.
Ce qui est sûr, c'est qu'il les a appliqués derrière. Il se montre très fidèle à l'esprit du Concile. Oui. Il y avait déjà un esprit du Concile Il n'a pas à vraiment cette le choix. époque-là. Disons qu'au moins la convocation des conciles, c'est-à-dire l'esprit du décret Frequens, ça, il va l'appliquer à la lettre. Le concile, d'après le concile de Constance, il est convoqué effectivement 5 ans après. On est en 1423, il est convoqué à Pavie, il va être déplacé à Sienne à cause de la peste et finalement clos très rapidement, faute de participants et parce qu'il est un petit peu dangereux, ça sent un peu le roussi pour le pape à ce moment-là, en 1424. Le suivant est convoqué à Bâle en 1431. Alors lui, c'est beaucoup plus le successeur Eugène IV qui s'en occupera, puisque Martin V meurt d'une crise d'apoplexie en février 1431. Donc cette convocation, elle est appliquée, pas de problème. Il y a un autre décret toutefois qui fait, dans ces décrets qui sont promulgués, ces 5 grands décrets, qui fait très très peur à Martin V de toute évidence, c'est le décret Siwero. Parce que le décret Siwero prévoit une solution dans le cas où le schisme serait rouvert. C'est ça qui est très intéressant. On voit qu'il y a plein de choses qui sont expérimentées au Concile et notamment cette volonté de faire en sorte que le schisme ne se rouvre pas. Et ce décret prévoit que si plusieurs papes, à un moment donné, s'affirment comme légitimes, comme pontifes légitimes, eh bien à terme, ils peuvent être potentiellement Déposé. suspendus, voire carrément déposés. Et ce qui fait très peur à Martin V, notamment au concile de Pavicienne, c'est que Alphonse V d'Aragon, l'un de ses grands ennemis pendant tout son pontificat, essaie de mobiliser un petit peu les pères du concile à l'aide de ce décret Siwero contre Martin V, alors que Benoît XIII, justement, est toujours soutenu à ce moment-là par Alphonse V, plus par opportunisme que par réelle conviction, d'après ce que j'ai pu voir, mais quelque part, il y a toujours cette possibilité-là qui demeure. Alors, on anticipe la suite de l'émission, mais ce n'est pas grave du tout. On voit bien l'esprit précisément de ce concile sur le temps. L'élection de Martin V, c'est une élection qui a lieu en toute liberté. On respecte les canons de l'élection, à savoir la clôture. Disons que tout est fait pour. Tout est vraiment fait pour. Est-ce qu'elle a été entièrement libre? On peut l'imaginer d'après les récits qu'on en a. Il y a peut-être un petit peu de pression de Sigismond qui prend soin, d'après les récits qu'on en possède, de saluer tous les électeurs les uns après les autres, de bien leur rappeler leur devoir de voter objectivement. Bon, toujours est-il que l'élection se tient dans un bâtiment qui existe encore aujourd'hui, qui est un entrepôt, si je ne me trompe pas, qu'on appelle le Concilgebäude, sur les bords du Concile de Constance. C'est assez magnifique d'ailleurs. Les sources qu'on possède dessus, principalement, c'est le journal d'un cardinal qui s'appelle Guillaume Philastre, qui participe aussi en tant qu'électeur, et qu'on dit potentiellement papabilé, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire voilà, papable, entre guillemets. Et d'autre part, la lettre d'un ambassadeur du roi d'Aragon qui s'appelle Felipe de Malia et qui écrit à son roi pour lui faire part de ce qui se passe. Globalement, les électeurs sont enfermés là-dedans. Tout a été organisé à l'intérieur du bâtiment pour qu'il n'y ait pas d'influence néfaste, entre guillemets, d'un pouvoir quelconque. Et surtout, ce qui est très important, c'est que pour la première fois, et la seule jusqu'à ce jour dans l'histoire de l'Église, non seulement Martin V est élu par les cardinaux, qui ont tout de même été conservés, dont le vote a tout de même été respecté, mais aussi par des délégués des différentes nations présentes. 5 nations, 6 délégués par nation, ça fait 30 délégués contre 23 cardinaux. Les délégués ont même la majorité. Les nations étant la nation espagnole, qui a récemment rejoint le Concile en 1416, la nation italienne bien sûr, la nation anglaise, la nation allemande et la nation française. Je vais être là encore provocateur, mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est une élection qui est une élection politique, parce que sur le plan juridique, tout penche du côté de Benoît XIII. Et oui, ce conclave est fascinant parce que on a inventé un système nouveau de désigner le pape. Et on voit bien que, de toute façon, le droit par nature est quelque chose d'évolutif. C'est pas figé une bonne fois pour toutes. Et on voit bien comment à Constance, la réelle politique l'a emporté. Et il fallait résoudre cette affaire. Et ce système de nation qui s'est mis en place au Concile de Constance
est tout à fait intéressant parce que c'est une expérimentation pour que chacun puisse avoir un petit peu son mot à dire. Vous dites que l'Europe est à Constance, en fait. Oui. Là encore, ça sera le mot de conclusion tout à l'heure, mais l'Europe est présente, toute l'Europe est à Constance. Oui, en tout cas, toute l'Europe a envoyé des représentants à Constance. Alors après tout, c'est le principe d'un concile, hein, de réunir l'ensemble de l'Église. Mais là, en plus, il y a, ce sont des prélats, bien sûr, mais qui représentent aussi des nations et qui représentent aussi des pouvoirs, qui représentent aussi des universités. Et tout le monde se dispute énormément. Enfin, on décrit des foires d'empoigne terribles. Hein, on a un mal fou à se mettre d'accord. N'empêche qu'on trouve des solutions pour quand même obtenir des prises de décision. Et finalement, ce conclave qui aurait pu s'éterniser avec 53 électeurs, avec des intérêts complètement divergents et tout, eh bien finalement, en 3 jours, c'est réglé. C'est assez étonnant d'ailleurs. À titre personnel, j'aimerais bien à un moment donné dans mes recherches pouvoir voir ce qui a motivé cette rapidité du dernier jour de l'élection. Parce que toutes les sources là-dessus concordent en disant, en gros, le temps de dire 2 fois le Notre Père, c'est terminé, tout le monde est d'accord. Est-ce que vraiment ça s'est passé comme ça ? Peut-être, parce qu'il y a une vraie volonté de mettre fin à une crise qui est devenue insupportable pour pratiquement tout le monde. Mais voilà, il est vrai que c'est assez étonnant que ça se fasse aussi rapidement. Il est élu, donc Oddone Colonna est élu, il prend le nom de Martin. Pourquoi prend-il ce nom ? Alors parce qu'on est le 11 novembre, au jour de la Saint-Martin, c'est l'explication la plus commune. On trouve parfois que c'est en référence à Martin de Tours, qui est un des grands personnages du début de l'Église. Bon, toujours est-il que c'est le dernier Martin aujourd'hui. Et j'ai dû lire un jour que le fameux Habemus Papam a été prononcé pour la première fois à cette occasion. C'est une légende ou... C'est possible. Je l'ai vu également. Honnêtement, je ne saurais pas dire avec certitude. Bon. Comment réagit la chrétienté ? Très positivement. Hein. Globalement, tout le monde attendait que cette affaire soit réglée. Et globalement, tout le monde salue cette élection. Même si j'ai vu que parfois, il faut un peu de temps. Hein. En France, on a mis quelques mois avant de dire qu'on soutenait, qu'on était d'accord, qu'on reconnaissait Martin V. Mais globalement, c'est un soulagement, bien entendu, pour toute la chrétienté. Alors, nous sommes en 1417. Il y a eu un événement qui est un événement important et pourtant que l'on considérait un peu comme annexe par rapport au concile, c'est l'affaire Jean Hus. Qui était Jean Hus et pourquoi cette affaire est importante pour ce concile ? Alors Jean Hus, c'est un prédicateur pragois très brillant qui a été inspiré, sans pour autant faire du copier-coller, par un autre théologien anglais de la fin du XIVe siècle qui s'appelle John Wycliffe. D'ailleurs, quand on regarde les sources pontificales sous Martin V, la papauté est tout à fait consciente de cette filiation parce qu'elle assimile les deux, les Wycliffites, entre guillemets, et les Hussites. Systématiquement, les uns et les autres sont côte à côte dans la correspondance pontificale. Bon, à la fin du XIVe siècle, au début du XVe, on est dans un mouvement où énormément d'idées sont brassées en Europe du point de vue de la nécessaire réforme de l'institution ecclésiale. Réforme des mœurs, réforme de la fiscalité, vue comme trop lourde. Vraiment, tous les domaines sont abordés. Jean Hus fait partie de ces prédicateurs qui réfléchissent beaucoup à cette question-là. En Bohême, en particulier, il y a énormément de réflexions autour de tout ça, autour de la pauvreté évangélique, un retour à la pauvreté évangélique, alors qui est un petit peu un serpent de mer dans l'histoire de l'Église, mais enfin, qui est vraiment très, repris par le mouvement de Jean Hus. Le mouvement hussite défend des revendications qui sont extrêmement délicates parce qu'elles remettent en cause, on peut le dire, l'édifice de l'Église occidentale. Dans le sens où, par exemple, l'une de leurs plus grandes revendications, c'est la communion sous les 2 espèces, le pain et le vin. Or, jusqu'ici, depuis le XIIIe siècle à peu près, XIIe, XIIIe siècle, la communion, pour des aspects surtout pratiques, se faisait uniquement sous le pain.
Aspect pratique, aspect un petit peu hiérarchique aussi, c'est-à-dire que ça établissait une différence entre les clercs et les laïcs. Et donc, la pensée d'un Jean Hus et de ses disciples, c'est que, grosso modo, tous les fidèles qui ont communié uniquement sous le pain sont damnés. Parce qu'ils n'ont pas communié sous ces deux espèces, donc ils ne peuvent pas accéder au paradis. Et ça, C'était un peu extrémiste pour le coup. c'est très, très extrême et ça, j'allais dire, ça justifie, ça explique en tout cas la vivacité de la réaction de Martin V derrière, qui est un pape très prompt au compromis, mais pas du tout sur cette question-là. Et donc, Jean Hus est condamné. Jean Hus est condamné, en effet, c'est le 6 juillet 1415 et il est porté, il est brûlé vif, porté au bûcher. C'est curieux cet épisode parce que Jean Hus est venu à Constance pour se défendre, pour se justifier. Et en réalité, il savait très bien qu'à Constance, il allait trouver, parmi les pères du Concile, des gens dont l'opinion n'était pas très, très, très éloignée de la sienne sur la réforme de l'Église. Et pourtant, à Constance, très vite, on emprisonne Jean Hus, on lui fait un procès et on le brûle. Selon moi, c'est une façon pour le Concile de montrer son autorité, juste après avoir pris le décret Ex Sancta pour dire que le Concile était une autorité supérieure. Toujours dans l'histoire de l'Église, lutter contre l'hérésie, c'est une manière de montrer qu'on a un pouvoir fort et qu'on est capable de contrôler les déviances. Je pense que Hus a fait les frais de ça. 1417, élection de Martin V, est-ce que le schisme est terminé? Et non, en fait, non. On est même loin. Voilà, votre ouvrage, hein, j'ai bien lu, Ah, bien 1417, sauf que ce schisme n'est pas terminé. Et non, parce que même si toute la chrétienté se réjouit, on a un seul pape, etc., Benoît XIII, il est toujours là, il est toujours à Péniscola, sur les rives de la Méditerranée, toujours persuadé d'être le vrai pape. Et mine de rien, même si officiellement le roi d'Aragon, Alphonse V, reconnaît Martin V, n'empêche qu'en Aragon, il y a quand même beaucoup d'ecclésiastiques qui gardent une très bonne opinion de Benoît XIII. Et mine de rien, Alphonse V ne fait absolument rien pour déloger Benoît XIII de son rocher de Péniscola. Il le garde un peu en réserve. Ça lui fait un moyen de pression potentiellement contre Martin V. Et Benoît XIII finit quand même par mourir, en 22 ou en 23, on ne sait pas trop. Mais figurez-vous qu'il a un successeur, c'est-à-dire que ces derniers fidèles élisent un successeur qui prend le nom de Clément VIII et qui se maintient à Péniscola encore quelques années. Jusqu'à 1429, parce qu'à un moment donné, Martin V, qui comprend qu'il y a un problème avec cette affaire, finit quand même par négocier avec Alphonse V. On voit bien que c'est Alphonse V qui a la clé de cette affaire, parce qu'à partir du moment où un accord est trouvé avec Alphonse V, eh ben Clément VIII abdique tout de suite. Mais donc, Martin V, en quelque sorte, vit quasiment tout son pontificat avec un résidu de schisme qui se poursuit et qui se poursuivra même encore plus loin du côté de Rodez, dans le Rouergue, où on a là aussi des soutiens de Benoît XIII, encore pendant plusieurs années. Il y a même dans ces régions-là, je crois, un pape qui s'appelle Benoît XIV, qui va rester en place pendant encore quelques années. Il y a même encore quelques résidus jusque dans les années 1450-1460. Il y a un historien français qui s'appelle Mathieu de Sachy qui a travaillé là-dessus, sur la continuité du schisme dans le Midi. Donc c'est une affaire vraiment, vraiment très longue. Alors revenons et terminons donc avec Martin V, il reste 8 minutes. Martin V est là pour affirmer son pouvoir, pour affirmer le pouvoir romain. Oui, absolument. Et c'est pour ça l'un de ses premiers choix, c'est de réinstaller la papauté à Rome. Et ça, c'est un choix évidemment très marquant, qui n'était pas forcément évident au départ. Il y a des pressions des uns, des autres. On a évoqué celle de Sigismond, il y a aussi celle des Français. Une ambassade est dépêchée auprès de Martin V pour l'inciter à revenir à Avignon, preuve qu'il y a encore un certain espoir de ce point de vue-là. Mais apparemment, d'après les commissioni degli Albizzi, c'est-à-dire les rapports des ambassadeurs de Florence qui est à l'époque une puissance très très importante sur l'échiquier politique italien, eh bien, dès à peu près février 1418, la décision est prise. Martin V la donne en secret, sa décision, toutefois, parce qu'il ne veut pas précipiter les choses, il ne veut pas que ça s'ébruite trop vite.
Mais il a décidé dès ce moment-là de retourner à Rome parce qu'il a compris que la réforme de l'Église passe par la réinstallation à Rome, la réappropriation, on peut le dire, de la ville, sa reconstruction également, puisqu'elle est dans un piteux état. Et voilà, c'est quelque chose c'est un point très important dans son programme, on peut dire, de reconstruction. Alors son programme, il y a bien des choses, hein, parce que le règne dure 14 ans. Comment restaurer l'autorité du Saint-Siège et quels sont les grands aspects de sa politique en dehors de cette question de Benoît XIII ? Alors, pour moi, je vois 4 grands axes, à la fois spirituels et temporels. C'est mon travail de thèse en l'occurrence. C'est un peu les 4 axes que je développe. Nos auditeurs et nos téléspectateurs sont très heureux d'avoir vos résultats de thèse avant votre directeur de thèse. Donc disons que l'important c'est de reconstituer d'abord un gouvernement qui sera véritablement unique, reconstituer notamment un sacré collège qui sera représentatif, on va dire, de la chrétienté tout entière. Certains disent notamment que la curie n'a jamais été aussi internationale que sous Martin V. Vous le dites, Paul Payan, je crois. C'est vrai, donc voilà, c'est un des points importants. Le deuxième point, c'est celui qu'on a abordé, c'est la réinstallation à Rome, la reconquête également des États pontificaux, puisqu'ils sont parcourus par des condottières, notamment l'un des plus puissants d'entre eux qui s'appelle Braccio da Montone, qui s'est taillé un État en Ombrie, dans les Marches, enfin très puissant, et qui meurt en 1424. Et cette mort à la bataille de l'Aquila le 2 juin 1424, c'est vraiment un tournant dans le pontificat de Martin V, de toute évidence. Et puis il y a bien sûr toute la question de la réforme, de la formation du clergé. On voit beaucoup ça dans les facultés données aux légats dépêchés, en particulier en Aragon. Il y a cette volonté, pas seulement de battre Benoît XIII et d'extirper l'hérésie, d'extirper le schisme, comme le répètent les bulles, mais de former le clergé et sur le long terme, de faire en sorte qu'ils puissent aller à l'université tout en gardant leurs revenus. Et puis, bien sûr, il y a le combat contre les Hussites, contre les fratriciels en Italie. Voilà. Est-ce que le concile est devenu une menace pour ce pape Martin V ? Probablement que oui, non ? Il y a eu le concile de Pavie dont vous avez parlé. Il me semble que... Alors déjà, Martin V ne se rend pas au concile, ni à Pavie ni à Sienne. Il a pensé y aller, mais finalement, il n'y va pas. Voilà. Est-ce qu'il faisait en fond ce que fera Jean XXIII au XXe siècle, à savoir qu'il laissait la liberté au concile ? Ou il y a véritablement chez lui une volonté de restaurer cette autorité pontificale telle qu'elle était avant les fameux décrets du Concile de Constance ? Disons la restaurer, mais prudemment. Pas de manière trop évidente. C'est un pape qui est souvent associé à de la prudence. C'est vraiment une qualité très souvent soulignée chez lui. Et quand on regarde la correspondance notamment qu'il produit, on s'aperçoit qu'effectivement, il ne va pas traiter le concile de manière très sèche, comme pourra le faire par exemple son successeur Eugène IV, qui va faire carrément un coup de force en 1432. Bon, il n'y a pratiquement personne ou pas assez de prélats, très bien, allez, je dissous, on en finit avec ça. Martin V, ce n'est pas vraiment ça, il va attendre de voir. Il sait que la situation peut être un petit peu glissante pour lui, avec les menées d'Alphonse V, avec la nation française également, qui continue à contester plus ou moins son pouvoir. Et donc, il décide prudemment de ne pas y aller. Et quelque part, il se passe quelque chose qui l'arrange bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément grand monde. Ce concile de Pavicienne n'est pas un succès. Il est transféré en plus à cause de la peste. Donc, en février 1424, il se dit « c'est bon, je suis plutôt en sécurité, je peux me permettre de le dissoudre ». Alors, peut-être une dernière question, Paul Payan, il reste 3 minutes. Vous dites que l'Europe est née à Constance, et ça c'est très important. Ce concile est un des plus importants parce qu'on y pose des questions fondamentales. Et vous dites surtout que, dans votre livre, que le concile de Constance révèle la tension entre l'ancien monde et le nouveau monde. Qu'est-ce qui change, au fond, à Constance ? Est-ce que la papauté, au fond, dans les siècles qui vont suivre, est-ce que c'est le début de la fin de l'influence de la papauté ?
Alors oui, alors on risque toujours d'être caricatural dans ces formules-là, mais j'ai un peu envie de dire que c'est la chrétienté médiévale qui finit à ce moment-là et l'Europe moderne qui apparaît. Parce que même si le pouvoir pontifical se reconstruit au XVe, il n'y a aucun doute là-dessus. Le pape comme chef de l'Église, à partir du milieu du XVe, c'est une évidence. N'empêche qu'il n'a plus du tout la même position qu'avant dans la géopolitique occidentale. On le voit bien lorsque Pie II tente désespérément de ramener les forces occidentales contre les Turcs. Il a beau s'époumoner de manière très habile, il n'y arrive plus. Et on voit bien que le pape, s'il est à nouveau le chef de l'Église incontestablement, n'est plus tellement cet arbitre des pouvoirs, cette autorité suprême qui était contestée, hein, mais qui quand même servait de repère. S'exercer, oui. Voilà. Donc, et en revanche, ce qui domine, c'est des pouvoirs en construction et qui entendent avoir un peu la main sur leur Église. C'est le moment où émerge le gallicanisme, où se négocient des concordats, c'est-à-dire nation par nation. Donc émerge une Europe, certes toujours chrétienne, mais où les Églises se vivent dans des pouvoirs de plus en plus souverains et qui entendent avoir la main sur leur Église. Le pape reste là, il reste un acteur important, mais il n'est plus, comme au temps d'Innocent III ou de Boniface VIII, cette autorité qui faisait peur un peu à tout le monde, et en tout cas qui prétendait gouverner l'Occident. Donc clairement, c'est une période clé, hein, et il y a quelque chose qui se joue là, en ce début du XVe, qui est assez fascinante, quoi, parce que tout est remis en cause, tout est discuté, et on n'y arrive pas, mais on avance quand même. Merci beaucoup, un immense merci à tous les deux pour cette émission passionnante. Paul Payan, entre Rome et Avignon, donc une histoire du grand schisme d'Occident, 1378-1417, un ouvrage paru chez Flammarion. Et cher Vincent Allot, tout nouveau succès donc, pour votre thèse. Merci. Consacrée à Martin V, et on espère un jour voir autant un livre sur Martin V que Paul Payan, vous souhaiteriez éditer un livre sur ce fameux Benoît XIII, donc, qui est mort à Peñíscola en Espagne. Un immense merci, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à regarder, si vous ne l'avez pas vu, l'émission consacrée donc au grand schisme d'Occident, qui est beaucoup plus développé, et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de l'émission Au risque de l'histoire.